au fur et à mesure sur mon écran, donc hésitez pas ou à m'interrompre, ou encore une fois à la fin, comme d'habitude. Aujourd'hui, du coup, on va parler des thromboembolies aortiques. Donc, c'est une maladie que vous devez, probablement bien connaître, mais on va voir quelques rappels, pour vous aider à une prise en charge, que ce soit, en clinique ou à domicile. Et on va voir que finalement, c'est surtout la communication et qui est très, très importante dans ce type de pathologie. Donc, on va revoir un peu ça ensemble aujourd'hui. Bon, donc les TEA, thromboembolies, c'est vraiment une complication fréquente et soudaine, souvent, alors j'ai mis d'une maladie cardiaque. Oui, c'est pas le cas, hein, dans 100 des cas, mais c'est le plus souvent, secondaire à une maladie cardiaque et c'est une urgence qui peut paraître vraiment, vraiment frustrante parce que les propriétaires vont observer vraiment une paralysie soudaine, le plus souvent des membres pelviens, sans nécessairement de signes avant-coureurs. Ils vont être extrêmement démunis, inquiets, parce que c'est des animaux qui vont vocaliser, qui vont être extrêmement confortables. Finalement, même si vous avez le diagnostic déjà juste au téléphone ou dans la voiture en vous rendant là-bas, eux, ils s'attendent pas du tout, du tout à ça. Ils s'attendent vraiment pas à ce qu'on leur dise que c'est une thromboembolie, que c'est quelque chose de grave. Ils s'attendent pas nécessairement à un pronostic défavorable et c'est ça qui peut être extrêmement difficile à gérer dans ce type d'urgence, et qui la rend extrêmement frustrant parce qu'en effet, i on va avoir tendance pas à remettre en doute votre diagnostic, mais vous dire: «Bah, il a jamais eu de problème de cœur, vous êtes sûr?» Donc c'est vraiment, ouais, ça peut vraiment être frustrant pour les propriétaires et la communication est extrêmement importante dans ce type d'urgence. Bon, juste pour rappel, mais je pense que, c'est, assez connu, donc les TEA, elles sont secondaires à la formation d'un thrombus qui est souvent secondaire à une stase de sang dans l'atrium gauche, on va voir ça un peu plus tard, qui provoque à ce moment-là une embolie, au niveau d'une artère, périphérique, le plus souvent au niveau de la trifurcation aortique, mais on peut aussi avoir, des, thrombus au niveau de l'artère brachiale, par exemple, et donc avec obstruction du flux sanguin, donc distalement au thrombus qui cause une ischémie et une douleur. C'est une maladie principalement du chat, et principalement du chat mâle, peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus représentés dans les maladies cardiaques. Comme on l'a dit, le plus souvent, c'est secondaire à une maladie cardiaque type CMH, c'est vraiment la maladie cardiaque du chat, mais ça peut vraiment aussi être dû à d'autres choses, type des malformations comme des sténoses. Dans les causes non cardiaques, vous pouvez avoir des embolies tumorales. Alors on les classe un petit peu dans les TEA, mais c'est pas un thrombus, à proprement parler, mais on peut quand même les classer dans ce type de pathologie. Donc comme on disait, la formation du thrombus, le plus souvent, elle est secondaire à une hypertrophie de l'oreillette gauche, donc dans les cas de CMH, cardiomyopathie autre, sténose mitrale. Et en fait, finalement, il y a 3 facteurs qui vont prédisposer à la formation d'un thrombus et c'est ce qu'on regroupe dans la triade de Virchow. On va pas revoir la triade de Virchow en précision, en détail aujourd'hui, mais voilà, c'est juste un petit rappel pour pouvoir prédisposé à la formation d'un thrombus, il vous faut trois éléments. Un dysfonctionnement endothélial, donc finalement dans les cas de maladies cardiaques et de CMH, vous pouvez avoir des lésions endothéliales qui vont être secondaires à l'augmentation de taille de votre oreillette gauche. Hem, voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans l'orthographe, mais de l'oreillette gauche. Le deuxième élément de votre triade de Virchow, ça va être la stase sanguine. Donc on va vraiment avoir une stase à cause de la diminution de la fonction systolique, donc finalement le sang va stagner dans le cœur et un état d'hypercoagulabilité qui a été mis en place en évidence, pardon, de manière, heu, dans des études, chez le chat avec un phénomène d'hyperagrégation plaquettaire qui prédispose à cet état donc d'hypercoagulabilité et de formation de thrombus. Ces thrombus stagnent, sont formés et à la faveur d'un battement cardiaque, ils sont envoyés dans la circulation sanguine et viennent du coup se bloquer, donc généralement, encore une fois, le plus souvent au niveau de la trifurcation aortique. Bon, au niveau des éléments cliniques, c'est, quelque chose que vous devez quand même, pas mal, connaître, souvent, juste comme on le disait, un peu plus tôt, juste au téléphone, vous avez déjà votre diagnostic, juste à entendre le chat en arrière, vous avez déjà votre diagnostic. Donc ça va être souvent une paralysie brutale, généralement un ou 2 membres pelviens, mais ça peut aussi être les membres thoraciques, comme on le disait avec l'artère brachiale et il y a certains animaux qui peuvent vraiment arriver avec une paralysie de 2, 3 ou 4 membres, hein. C'est pas les plus courants, mais ça peut vraiment arriver. Vous avez d'autres types d'embolisation possibles, tout ce qui va être cerveau, artère mésentérique, mais ça du coup, on a moins la présentation typique des TEA. Généralement, c'est des animaux qui vont vocaliser, les SUF et les TEA, ça vocalise de la même façon et c'est vraiment une vocalisation, assez typique de ces pathologies-là, avec une douleur quand même assez marquée et vous pouvez avoir une détresse respiratoire associée possible, puisque souvent due à une maladie cardiaque, vous pouvez avoir une décompensation cardiaque et un œdème pulmonaire cardiogénique secondaire.
Au niveau de l'examen physique, donc juste un petit rappel sur la règle des 5 P en anglais. Donc tout d'abord, ça va être pain qui va être la douleur, donc c'est ce qui va se retrouver par les vocalisations, importantes. La paralysie, hein, vous avez souvent des signes de motoneurones inférieurs, donc sur un ou plusieurs membres pelviens ou thoraciques qui sont les membres atteints. Dans des cas de TEA transitoire, vous pouvez vraiment avoir quand même des mouvements volontaires au moment où vous voyez l'animal, fait que ça peut un petit peu nous fausser, si les propriétaires rapportent comme ça un épisode de paralysie, puis vous, finalement, vous voyez l'animal, puis vous dites: «Bah, non, en fait, l'animal est quand même ambulatoire, j'ai des mouvements volontaires». Pensez toujours que ça peut être des petits épisodes de thromboembolie, transitoires. Je ne vous ferai pas le privilège de prononcer ce mot en anglais que j'ai jamais réussi à prononcer, mais le troisième P, ça va être pour l'absence de pouls. Donc évidemment, quand c'est au niveau des membres pelviens, c'est beaucoup plus facile à le mettre en évidence puisque vous allez, palper votre pouls fémoral qui va être absent. Au niveau d'un membre thoracique, c'est un petit peu plus difficile. Si jamais vous avez un doute et que en clinique, vous êtes équipé d'un Doppler, vous pouvez utiliser votre Doppler pour essayer de trouver, votre pouls. Mais voilà, généralement, l'absence de poux fémoral, c'est quand même, assez facile à mettre en évidence. Si chez les chats, vous n'avez pas l'habitude de tester le poux fémoral, encore une fois, sur toutes vos urgences, que ce soit des urgences, des animaux qui sont très stables ou non, mais sur toutes vos urgences, faites vraiment l'effort de palper votre poux fémoral. Ça doit faire partie de votre examen physique, quel que soit le motif de consultation. Donc si vous avez tendance à l'oublier, entraînez-vous chez des chats sains, ou en tout cas chez des chats qui n'ont pas de TEA, à sentir votre poux fémoral. Ça va vous aider à du coup reconnaître une absence de pouls quand vous allez être face à une TEA. Pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez vraiment avoir des pathologies nerveuses qui peuvent ressembler à une TEA et c'est vraiment la présence ou non de votre pouls qui va un peu vous aider à faire la différence entre les 2. Donc c'est très, très important d'avoir un petit peu cette sensibilité au niveau des doigts de l'absence ou la présence de pouls. Le quatrième P, pardon, ça va être donc pour pâleur, donc les coussinets pâles, ou cyanosés, mais le plus souvent, ils sont quand même un petit peu pâles. Vous pouvez vraiment faire la différence entre, la couleur des coussinets aux membres pelviens ou thoracique, et ensuite, bon, le dernier P, en théorie, c'est poikilothermie, mais pour que ce soit plus facile, moi, je me souviens du terme polar, qui est aussi avec un P, qui est en fait en lien avec la température. Vous allez vraiment avoir des extrémités froides. On n'est pas encore équipé de caméras thermiques, pourtant c'est des choses qui sont, assez accessibles très facilement et finalement il y a vraiment une étude qui a montré qu'une différence de 2,4 degrés, si on parle d'une TEA au niveau des membres pelviens, donc une différence de 2,4 degrés entre les membres pelviens et les membres thoraciques, donc avec les membres pelviens plus froids, de 2,4 degrés que les membres thoraciques, ça vous permettait quand même un diagnostic de TEA avec une spécificité de 100. Donc c'est quand même intéressant, et si jamais, voilà, si vous même pour votre pratique à vous, si vous voulez vous équiper de petites caméras thermiques sur Amazon, vous pouvez en trouver assez facilement. Donc la règle des 5 P, vraiment importante parce que c'est souvent juste votre examen clinique va vous permettre de diagnostiquer votre TEA. On n'a souvent pas besoin d'examen complémentaire et vraiment juste votre examen physique vous permet d'affirmer que c'est une TEA. Si on veut faire des petits examens, on finit avec l'examen physique. Comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir une atteinte respiratoire, possible et associée. Alors faites vraiment attention parce qu'une tachypnée, peut très bien être secondaire à un stress ou une douleur, pas nécessairement un AOP en OAP pardon, donc c'est votre auscultation pulmonaire qui là va vous donner, de l'information. Si vous entendez des crépitements, à ce moment-là, oui, vous êtes plutôt face à un OAP, mais voilà, faites attention parce que ça peut vous mener, en erreur, vous induire en erreur. Et on finit par notre auscultation cardiaque. Vous pouvez entendre souffle, arythmie ou bruit de galop, mais attention, c'est pas toujours présent et ça peut aussi un petit peu parfois nous mettre le doute de se dire: «Bah, mince alors, mon auscultation cardiaque, elle est complètement normale, je pense pas que ce soit une TEA». Si, si, vous pouvez avoir jusqu'à 40 à 50 des chats qui vont présenter une auscultation cardiaque complètement normale et pourtant vous avez une TEA. Donc vraiment faites attention à ne pas exclure une TEA basée sur votre auscultation cardiaque normale, parce que c'est vraiment possible dans presque la moitié des cas. Donc comme on le disait, l'examen physique, l'examen clinique, vous permet le plus souvent, généralement, de diagnostiquer votre TEA. On peut quand même être amené à faire des examens complémentaires. Donc les examens complémentaires qu'on peut faire, pour vous aiguiller un petit peu plus, si par exemple vous avez un doute, ce qui est complètement, normal, je les fais, assez régulièrement aussi ces petits examens. Comparer les lactates au niveau des membres pelviens, alors je dans cette, présentation, on va partir du principe qu'on est face à une TEA au niveau des membres
pelvien, ce qui est vraiment la plus fréquente. J'aurais dû mettre membre atteint versus membre sain. Si jamais vous suspectez une TEA au niveau des membres antérieurs, beh, c'est l'inverse, hein. Donc vos lactates au niveau des membres touchés, donc ici au niveau des membres pelviens, vont être supérieurs à vos lactates au niveau des membres sains, si les lactates des membres thoraciques. Parce que vous avez une hypoperfusion, puisque vous avez plus de circulation sanguine au niveau de vos membres atteints. Donc si vous avez une hypoperfusion, pardon, vous avez les lactates qui vont augmenter. Et inversement, vous allez avoir votre glycémie qui va être inférieure au niveau de vos membres atteints versus votre glycémie au niveau des membres sains. Donc ça, ces 2 petits paramètres-là peuvent vraiment, vraiment vous aider un petit peu, faire la différence ou en tout cas vous aider au diagnostic. Je ne l'ai pas noté, mais dans les autres examens que vous pouvez faire, à domicile, n'hésitez pas à faire une créatinine avec votre petit lecteur portable. En clinique, vous pouvez faire soit un Kemdis-Iono, soit Uricrea-Tiono. Vous allez souvent, souvent avoir des insuffisances rénales associées qui vont le plus souvent être, pré-rénales, et souvent secondaires à une hypoperfusion. Mais voilà, vraiment ça va être aussi un petit peu, pas nécessairement facteur pronostic négatif, mais ça va aussi un petit peu nous aider au traitement. Si on a un petit chat qui présente un syndrome cardio-rénal, ça va être tout de suite être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc ça va un petit peu vous orienter votre discussion avec les propriétaires. Donc n'hésitez pas à faire ce petit test, en plus. Si vous êtes équipé à domicile d'un échographe ou en clinique, n'hésitez pas à faire une échographie sommaire d'urgence au chevet du patient. Ça, c'est atraumatique, on le laisse, sternal, on le laisse debout, on n'a pas besoin de le coucher ou de le stresser particulièrement. Ce qui va vous permettre éventuellement au niveau de vos poumons de mettre en évidence des B-lines. J'ai pas mis de rappel d'image de B-lines, hein, mais on se souvient les B-lines, c'est des rayons verticaux, c'est comme des petits rayons de soleil au niveau des poumons qui signifient que vous avez une interface air liquide au sein de votre parenchyme pulmonaire. Donc dans un contexte de maladie cardiaque, ce qui va donner de l'eau dans vos alvéoles pulmonaires, c'est de l'œdème pulmonaire. Ce serait différent dans un contexte de trauma, par exemple, mais ici, ce serait vraiment, significatif et diagnostic d'un œdème pulmonaire. Et pour ceux qui sont un petit peu plus habitués ou un petit peu plus à l'aise à l'échographie, vous pouvez mesurer le ratio AG sur AO, donc oreillette gauche sur, aorte, qu'on voit très bien ici sur l'image. Donc on rappelle, hein, l'aorte, c'est ce qui est un peu le signe, Mercedes là. C'est comme, c'est hop, c'est cette petite chose ici. L'oreillette gauche en dessous. Ça, c'est pareil. Si vraiment, par exemple, dès que vous avez la possibilité de vous entraîner sur des animaux sains, sans les stresser, entraînez-vous à faire des ratios AG sur AO, même si c'est pas indiqué nécessairement. Vous avez je sais pas, un animal qui vient pour, vomissement au piomètre, vous faites une écho-abdo, dites-vous: «Ah bah tiens, j'ai 5 minutes, je vais en profiter pour, essayer de m'entraîner sur, un ratio AG sur AO». Vous avez pas mal de tutos aussi sur YouTube qui peuvent vous aider ou s'il y a quelqu'un avec vous quand vous êtes en clinique qui est un petit peu plus à l'aise, qui peut vous guider. Et c'est vraiment en faisant que vous allez être de plus en plus, à l'aise, puis ça peut vraiment vous aider au diagnostic et à faire la différence entre une, décompensation cardiaque ou non et pas nécessairement uniquement pour les cas de TEA, hein, mais pour n'importe quelle pathologie respi. Quand vous avez un doute, ça peut vraiment vous aider. Pour rappel, alors ça dépend un petit peu, certains vont prendre une norme de 2. Moi je suis un peu plus sévère. On parle de ratio augmenté quand chez le chat on est au-dessus de 1,2 et chez le chien au-dessus de 1,4. Ce qui veut dire que voilà, notre ratio est augmenté, et notre cœur, surcharge et que c'est donc en faveur d'une maladie cardiaque. Au niveau des autres examens complémentaires que vous pouvez faire, ça va plutôt être, en clinique vous pouvez faire éventuellement des radiographies thoraciques qui peuvent vous aider à mettre en évidence un œdème pulmonaire ou une cardiomégalie si vous n'êtes pas à l'aise avec l'échographe. Je suis un petit peu moins fan, parce que souvent vous avez des animaux qui sont instables et qui peuvent vraiment décompenser, voire mourir juste à faire la radio. Donc voilà, jamais sur animal instable, fait que le plus souvent, j'en fais pas personnellement. Mais si votre animal est très stable et respire très correctement, vous pouvez vous permettre d'en faire une. Et l'échocardiographie, on s'entend que c'est pas nous qui allons faire ça, mais ça va être important de le mentionner au propriétaire parce qu'après l'épisode aigu, ça va être important d'identifier la maladie cardiaque sous-jacente pour pouvoir la prendre en charge adéquatement. C'est que les propriétaires, il faut toujours qu'ils soient quand même au courant des autres examens complémentaires qu'ils vont être, amenés à faire si l'animal passe au travers de l'épisode aigu quand vous le recevez. Au niveau de la prise en charge, on donc la première étape quand vous arrivez à l'admission, vous faites un examen physique sommaire qui vous permet de diagnostiquer votre TEA. Si vous êtes capable, et que ça stresse pas trop de l'animal de mettre une voie IV, mettez une voie IV.
et vraiment, vraiment votre priorité, c'est analgésie, oxygénothérapie. Même si vous savez pas si cette tachypnée elle est due à la douleur ou à un œdème pulmonaire, c'est pas grave, mettez-le sous oxygène. Fait qu'à domicile, vous pouvez très bien demander au propriétaire de tenir la petite canule à oxygène pas trop loin du nez de l'animal. En clinique, vous le mettez dans une cage à oxygène. Au niveau de l'analgésie, on va généralement taper plutôt avec de la méthadone, hein, 0,2 à 0,3 mg kilo. On pourrait utiliser du fentanyl, on n'en est pas nécessairement équipé. La buprenorphine, on oublie, c'est généralement pas suffisant pour ce type de pathologie. Si vous n'avez que ça, vous dites: «Ah mince, mon flacon de méthadone est vide, j'ai pas anticipé», donnez de la buprenorphine, hein, 0,15 mg kilo. Vous pouvez monter jusqu'à 0,03 mg kilo si vous le désirez. Mais voilà, en première ligne, on a vraiment tendance à préférer la méthadone. On lui donne notre analgésie, on le met sous oxygène, on le laisse tranquille 10 à 15 minutes, surtout s'il est venu en clinique, il y a eu tout le stress de la route, donc on le laisse un petit peu se calmer et on va discuter avec les propriétaires. On se rappelle que les facteurs pronostiques négatifs, c'est si on a 2 membres affectés qui sont extrêmement, douloureux, une hypothermie et si en effet il y a une maladie cardiaque, une CMH qui est déjà connue. L'hypothermie, généralement, on considère qu'une température inférieure à 37,1, 37,2 est vraiment facteur pronostic négatif, hein, donc important de prendre une température à l'admission. Puis c'est là que la discussion elle est importante. Elle est importante parce que ouais, oui, pardon, même si vous avez fait votre diagnostic extrêmement rapidement, les propriétaires s'attendent pas du tout, du tout, du tout à ce que vous allez leur annoncer. Donc là, ça va être extrêmement important, voilà, de leur dire que vous suspectez une TEA, d'expliquer brièvement ce que c'est une TEA. Pas besoin de les perdre dans des considérations, dans des définitions très importantes, mais leur expliquer brièvement et leur expliquer ce que ça implique. Ce que ça implique, c'est que là, l'animal, il a besoin de soins d'urgence. Fait que si c'est à domicile, il a idéalement besoin d'être transféré en clinique. Si on est en clinique, il a besoin d'être hospitalisé et que le vétérinaire prenne le relais ensuite. Il va avoir besoin qu'on continue un petit peu plus les examens, d'aller voir au niveau de l'échocardio, la maladie cardiaque, son stade et d'en savoir un petit peu plus sur le pronostic à moyen terme, parce qu'on va évidemment pas trop parler de long terme. Mais que l'épisode aigu, on va le voir un petit peu plus tard, c'est pas garanti. C'est que s'il y a 2 membres atteints, le taux de survie d'un épisode aigu, il est seulement de 30 à 40 en moyenne. Ça veut dire qu'il y a moins de la moitié des chats qui passent au travers d'un épisode aigu et ça, il faut que les gens soient au courant et que quand bien même il passerait au travers de cet épisode aigu, il est à fort risque de récidive dans le futur. On va le voir aussi un petit peu après et en plus de ça, c'est des chats qui vont avoir besoin de médication à vie, de suivi et autres. Fait que les propriétaires, il faut vraiment, vraiment qu'ils soient que vous ayez une discussion, franche avec eux, que vous répondiez à toutes vos questions pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. On s'entend que malheureusement, souvent, il y a beaucoup d'euthanasie à ce stade-ci de la prise en charge. À peu près, 50 des chats vont être euthanasiés à ce stade de la prise en charge et c'est complètement OK. Si vraiment on a un chat qui arrive, à 34 de température, hem, qui est extrêmement douloureux, qui est connu pour avoir une CMH où très rapidement vous avez vu qu'à l'écho, son cœur a l'air vraiment, en stade extrêmement avancé, c'est complètement OK de recommander l'euthanasie et de toute façon, c'est nos 2 options. C'est soit on va de l'avant avec le traitement et les risques que ça comprend, soit en euthanasie, mais il y a pas de solution alternative. Rentrer à la maison, c'est pas une solution alternative. Donc la discussion avec les propriétaires à ce stade de la prise en charge est extrêmement importante et pour moi, elle doit vraiment avoir lieu à ce stade de la prise en charge. Ça sert à rien de poursuivre les traitements si finalement vos propriétaires vont décider de l'euthanasie, puis vous avez fait la première étape, analgésie, oxygénothérapie. Si jamais on décide de la poursuite des soins, alors cette étape, vous pouvez la faire plus ou moins avant, ça dépend un petit peu. Mais si jamais on décide de la poursuite des soins, n'oubliez pas d'évaluer donc l'appareil cardio-respiratoire. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, ça peut être, des pathologies associées à des œdèmes pulmonaires. Si vous avez des crépitements et ou qu'à votre échographie, vous voyez de nombreuses lignes B et ou que vous avez fait une radiographie et que vous êtes sûr de votre œdème pulmonaire, à ce moment-là, n'hésitez pas à administrer du furosémide. Juste pour rappel, le furosémide, on évite les 4, 5 ou 6 milligrammes kilo, hein. On peut vraiment avoir une atteinte rénale secondaire avec on peut vraiment avoir une atteinte rénale concomitante avec ce type de pathologie. Donc taper des fortes doses de furosémide sans avoir, évalué éventuellement la créatinine, c'est pas vraiment recommandé et d'une manière générale, on recommande chez les chats, c'est à peu près 6 milligrammes kilo jour. Donc
taper tout de suite à 4 ou 5, ça a peu d'intérêt. Les petites doses de furosémide sont extrêmement efficaces, donc on n'hésite pas enfin, c'est même pas on n'hésite pas, c'est on suit les petites doses, 1 à 2 milligrammes kilo de furosémide. Si vous avez une voie veineuse, par voie intraveineuse et si vous avez, pas de voie veineuse, par voie intramusculaire idéalement ou sous-cutanée. Ensuite de ça, beh, si jamais les propriétaires, en effet, poursuivent décident de poursuivre la prise en charge, beh, c'est là qu'on va initier notre traitement antithrombotique. L'objectif du traitement, c'est vraiment d'empêcher l'extension du thrombus existant et la formation de nouveaux thrombus. Mais en aucun cas, le traitement n'a pour but de liser le thrombus. Le thrombus va être là. Il y a des petites collatérales qui vont se mettre en place, qui vont reprendre, qui vont, bypasser le thrombus et qui vont permettre un rétablissement de la circulation sanguine. Mais en aucun cas, le but, c'est de liser le thrombus. On empêche juste qu'il s'étende et on empêche qu'il y en ait d'autres qui se fabriquent. Alors, nous, les parines qu'on a à disposition, en tout cas pour, la région parisienne, que ce soit à domicile ou en clinique, c'est des l'héparine Choé, qui est de l'héparine non fractionnée. À savoir que son efficacité, son intérêt sont pas vraiment prouvés scientifiquement, en fait, et on a d'ailleurs tendance à penser qu'elle est peu efficace, et qu'elle n'a pas trop d'intérêt dans la prise en charge des TEA. Sa dose, c'est 100 à 200 unités par kilo, que vous donnez par voie IV ou sous-cute et finalement les héparines qui sont plutôt recommandées, en fait, qui sont recommandées dans la prise en charge des TEA, c'est des héparines de bas poids moléculaire, notamment, l'enoxaparine qui est le Lovenox, qui se trouve assez facilement en pharmacie. C'est vraiment prouvé qu'il a une meilleure biodisponibilité, qu'il y a vraiment une efficacité documentée et que c'est une molécule qui est extrêmement sécuritaire. On en a justement discuté, on est en train de petit à petit faire le switch d'héparine dans les maisons des urgences. On est en train de les équiper progressivement en Lovenox, qui est à mon sens l'héparine que vous devriez utiliser dans ce type de prise en charge. Donc ça peut être intéressant d'en discuter et de voir un petit peu si on switch, les héparines même à domicile, que vous ayez alors le seul problème, c'est qu'elles se conservent au frigo et je pense que c'est pour ça qu'à domicile, ça va être compliqué. En clinique, c'est vraiment possible, mais à domicile, la conservation risque d'être un petit peu plus, compliquée. Mais voilà, si vous n'avez pas le choix, utilisez de l'héparine non fractionnée, mais sachez juste que voilà, c'est pas nécessairement l'héparine de choix. Si on a le choix et si on en a la possibilité, donc en clinique, on va préférer utiliser de l'enoxaparine qui va se donner à 150 unités par kilo sous-cute. C'est des protocoles par voie, sous-cutanée. Q6 à 8 heures. À savoir qu'il y a des études, il y en a une, je pourrais vous donner le lien à la fin de l'article, enfin à la fin de la présentation, qui est sortie en 2022. Elle est assez récente et qui compare l'utilisation de l'enoxaparine par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse en perfusion continue et il semblerait que la voie intraveineuse en perfusion continue ait un intérêt un petit peu plus, important même que la voie sous-cute. En tout cas, retenez juste qu'on utilise de manière préférentielle de l'héparine de bas poids moléculaire, mais si vous n'avez pas le choix, c'est complètement OK de donner de l'héparine chauffée. Mais voilà, gardez juste en tête que bon, bah, son efficacité, son intérêt sont non prouvés scientifiquement, fait que gardez-vous une petite réserve. C'est pas le traitement miraculeux. Et on va pas non plus hésiter à mettre en place tout de suite des anti-agrégants plaquettaires pour éviter d'éventuelles récidives. Celui qu'on utilise le plus souvent chez le chat, c'est le clopidogrel. Donc c'est un quart de comprimé de 75, donc 18,75 milligrammes kilo/acide. Le seul problème du clopidogrel, c'est que c'est extrêmement amer, que les chats le détestent et que ça fait de l'hypersalivation très importante qui peut vraiment déranger ou en tout cas choquer ou, inquiéter les propriétaires. Donc quand vous mettez en place ce traitement, vraiment, vraiment dites-leur, pour éviter qu'ils vous rappellent en disant qu'ils comprennent pas et que l'animal a la rage. Dites-leur juste que le clopidogrel est extrêmement hypersalivant. Si pour du traitement long terme, vous pouvez le faire reconditionner en gélule. Il faut que les propriétaires demandent à leur pharmacie, mais le reconditionnement en gélule, pardon, ça permet de s'affranchir un petit peu de cette hypersalivation. Ce qui est décrit également, c'est l'utilisation de l'aspirine, pardon, que vous pouvez donner à 5 à 10 milligrammes kilo. En fonction des études, c'est donné tous les jours et demi à tous les 3 jours. Personnellement, je l'utilise pas. C'était principalement utilisé avant, c'est encore utilisé maintenant, mais moins. Et par contre, il y a des nouvelles molécules qui commencent un petit peu à apparaître depuis quelques années, notamment le rivaroxaban, qui est de plus en plus utilisé à la dose de 0,5 à 1 milligramme kilo jour. C'est un médicament que vous trouvez en pharmacie humaine qu'il faut faire reconditionner parce que la posologie est absolument pas adaptée pour les chats qui s'utilise généralement en association avec le clopidogrel. Il n'a pas pour but de, remplacer le clopidogrel, mais plutôt être en association et il y a de plus en plus d'études, hein, qui montrent vraiment l'efficacité et la supériorité du rivaroxaban. Beaucoup de cardiologues maintenant l'utilisent, parce que c'est une molécule extrêmement importante. Quid des thrombolytiques et du TPA notamment, qui est celui qui est le plus souvent utilisé? Alors
Dans les études, c'est généralement très peu recommandé, parce qu'en fait, ce que vous allez risquer, c'est des complications importantes et notamment des hypercalémies qui peuvent être mortelles secondairement à une reperfusion, trop rapide. Je sais qu'il y a certains centres où je pense qu'à Maison-Alfort, à l'école de Maison-Alfort, ils ont tendance à l'utiliser vraiment dans les, 2-3 premières heures. On en discutait, hier avec quelqu'un qui a travaillé au service d'urgence là-bas. En effet, ils vont avoir tendance à l'utiliser, mais vraiment dans un délai très, très court. Si on est à plus de 4 heures, par rapport au début de l'épisode, on le laisse de côté parce que si on provoque une reperfusion extrêmement rapide, on peut avoir des hypercalémies trop sévères et mortelles qu'ils ont tendance à l'utiliser, mais uniquement dans les premières heures. Personnellement, je l'utilise jamais. J'ai jamais travaillé avec de cardiologues qui avaient tendance à le recommander non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de complications, donc voilà, c'est décrit, ça peut être utilisé, mais faites vraiment attention si vous êtes amené à l'utiliser, en clinique plutôt, pour moi, c'est pas une molécule de domicile, aux complications que ça peut induire. Au niveau des premières 24 heures ensuite, donc là, c'est plutôt pour, quand vous référez l'animal, ou quand vous le transférez ensuite chez votre vétotraitant, mais pour vous aussi si, vous êtes amené à travailler en clinique, régulière et à suivre des thromboembolies. Puis pour les propriétaires, toujours important de le savoir. Les premières 24 heures, ce qui va être très important, c'est de suivre les électrolytes et les paramètres, rénaux, donc à cause des lésions de reperfusion dont on a déjà parlé. Hem Que faire en cas d'insuffisance rénale? Parce que si on a une insuffisance rénale, qu'est-ce qu'on fait? Puis si on a une insuffisance rénale et une CMH associée, qu'est-ce qu'on fait, hein? Les syndromes cardio-rénaux, c'est un petit peu pénible à gérer. Bon, évidemment, si on a une insuffisance rénale, si votre animal n'est pas cardiaque, mais ça risque quand même d'être, assez limité, plus souvent qu'autrement, vous avez quand même une belle CMH associée, donc on évite les fluides, hein, parce que, donner des fluides et des diurétiques en même temps, ça a quand même peu d'intérêt. Vous diminuez vos doses de diurétiques, puis on va se dire: «Bon, là, on va diminuer les doses de diurétiques. Peut-être que son insuffisance rénale, elle est due à une hypoperfusion rénale. J'ai une CMH, j'ai pas une très bonne circulation sanguine, donc je vais essayer d'améliorer la fonction cardiaque pour essayer de pallier à cette composante d'hypoperfusion». À ce moment-là, c'est le pimobendan qui va pouvoir être utilisé hors AMM, hein, c'est une molécule, avec une AMM chien uniquement, à la dose d'1,25 milligrammes kilo par chat bide. Et ça, vous pouvez vraiment l'essayer pour voir un petit peu si, en essayant d'améliorer votre fonction cardiaque, vous diminuez votre composante d'hypoperfusion et vous améliorez votre fonction rénale. C'est généralement ce qui est recommandé. Et c'est généralement ce qu'on fait. Mais voilà, la discussion avec les propriétaires va encore être importante dans ces cas-là, parce que en effet, hein, quand on commence à avoir un syndrome cardio-rénal, on est, malheureusement plus proche de la fin et donc important de le mentionner. Dans les premières 24 heures, c'est aussi important de commencer tout de suite la physiothérapie avec des manipulations passives des membres. Donc ça, c'est des choses qui sont faites, très, très facilement et vous pouvez également mettre du chaud au niveau des membres atteints pour essayer bah, en fait, vous allez avoir des membres froids, ce qui va pas favoriser un retour à votre circulation sanguine, donc n'hésitez pas de mettre du chaud, ça va leur faire du bien. Après les premières 24 heures, généralement, la douleur associée à la thromboembolie s'estompe dans les 2 à 3 jours post-épisode aigu. Donc vous allez progressivement pouvoir, diminuer vos analgésiques, et votre pouls devrait revenir dans les pareils 2-3 jours avec, généralement, on le ressent de manière presque normale au bout de 4-5 jours. Donc ça, c'est quelque chose, à suivre. Je vous ai pas parlé de toutes les complications, mais vous pouvez il y a des images, vraiment très jolies dans un article, je vous donnerai la référence, mais vous pouvez vraiment avoir des lésions de nécrose qui se mettent en place au niveau des membres à cause de l'ischémie qui s'est développée. Donc surveillez bien vos membres, faites des changements de décubitus pour éviter les escarres et autres, mais voilà, les nécroses, ça peut vraiment faire partie des complications associées au TEA et c'est important aussi de le mentionner aux propriétaires. Au niveau du pronostic, c'est un peu difficile parce que comme je disais, il y a beaucoup d'euthanasie post-diagnostic. Et finalement, si on disait que si finalement on n'euthanasiait pas toute cette cohorte de chats diagnostiqués, on aurait, bah, une population, un petit peu plus grande pour pouvoir essayer de faire un petit peu des statistiques. Fait que c'est vrai que les études et les pourcentages dans les études sont un petit peu biaisés par le fait que c'est souvent des cohortes assez petites d'animaux, et que malheureusement il y a beaucoup d'euthanasie pour cette pathologie. Généralement, vous allez trouver dans des études des pronostics de 70 à 80 de survie si vous avez une TEA unilatérale, donc survie jusqu'à la sortie de
d'hôpital, versus uniquement 30 à 40 des cas si vous avez une TEA bilatérale. Comme on le disait, l'hypothermie à l'admission, c'est généralement un facteur pronostic négatif. Jusqu'à 50 des cas vont récidiver et vous avez une médiane de survie sur le long terme de 17 à 365 jours. Donc, c'est extrêmement large. Encore une fois, ça dépend des études, mais retenez que généralement, un chat qui fait un épisode de TEA secondaire à une maladie cardiaque, son espérance de vie, elle est en tout et pour tout d'un an, je vous dirais. Si c'est un syndrome cardio-rénal, bon, bah, c'est extrêmement raccourci. Donc, c'est important de connaître un petit peu ça et de pouvoir pas orienter, mais c'est des questions que les propriétaires vont vous poser. Donc, ça va être important de leur discuter. Voilà pour les TEA et la dernière slide, c'est voilà, c'est juste quelques petites statistiques. Ça reprend un petit peu ce qu'on a parlé dans la présentation. Voilà pour la présentation sur les TEA. Voilà, il y a pas de grandes nouveautés à part peut-être, changer les pratiques en termes d'utilisation d'héparine. Mais voilà, ça va être hyper, hyper important. En fait, c'est votre communication qui va être hyper importante dans ce type de présentation parce que encore une fois, c'est vraiment quelque chose auquel les propriétaires s'attendent pas du tout, du tout. Et voilà, c'est, heu c'est dur parfois de leur annoncer ce diagnostic. Je déteste les TEA, je trouve ça extrêmement frustrant. C'est vraiment pas c'est vraiment pas ma pathologie, préférée en urgence. Ouais, je crois que c'est quelque chose qu'on redoute un peu tous, hein, les Ouais, TEA. complètement. Ouais. Tu as toutes ces pathologies qui sont hyper brutales et où le pronostic est comme les SDTE globalement, et Mmh. où le pronostic est pas bon et où c'est très brutal et où les gens Ouais. comprennent pas vraiment ce qu'il en est. Ouais, Et ce bien qui est que pour les normal. SDTE, je trouve que les gens qui ont des grands chiens, ils sont au Ils sont courant. plus Tu sais, informés. comme ils sont bien Ouais, informés plus et informés. souvent ils viennent en disant: «Il a fait un retournement d'estomac». Les TEA, souvent les gens ils connaissent pas du tout cette Non, non, bien maladie et sûr. du coup c'est en tout cas et oui, les récidives, c'est même avec des traitements antithrombotiques, sur le long terme parce que en fait, finalement, ton traitement antithrombotique, oui, évidemment, il a pour but d'éviter les récidives, mais ta maladie, on va encore parler du principe que c'est dû à une maladie cardiaque parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus fréquent. C'est que souvent ta maladie cardiaque, elle est tellement avancée que de toute façon, même s'il décède pas d'une récidive de TEA, il va décéder d'une décompensation cardiaque. Donc, en fait, ton ah oui, pardon, je me suis mélangée avec le pronostic. Ton pronostic, il va être défavorable à cause de ça, des récidives de TEA et du fait que ton animal peut finalement mourir plus tôt d'une décompensation cardiaque. Et pour les 50 de récidives, excuse-moi, oui, même avec le traitement antithrombotique, parce que tu as tellement de modifications morphologiques au niveau de ton cœur que voilà, tu vas essayer de limiter les récidives, mais tu as une telle stase que de toute façon, tu as quand même des caillots qui vont réussir à se former et malheureusement pouvoir, aller à nouveau se loger dans la circulation. D'autres questions ou remarques? Et vraiment, du coup, votre but à domicile, ça va être, je l'ai pas mis, mais vous pouvez, donner du butorphanol à domicile. Beh, c'est un peu difficile parce que généralement, le but, ça va être de de gérer votre douleur et que ça va être beaucoup plus pertinent de donner, du confortant, éviter je viens de dire une bêtise, éviter le butorphanol. Donner du Ouais, non. confortant, un petit peu d'oxygène. Vous pouvez commencer et initier tout de suite votre traitement, d'héparine, mais voilà, c'est important ensuite de référer et rediriger idéalement les gens, dans une clinique pour pouvoir, poursuivre l'hospitalisation. Ah oui. Puis encore une fois, c'est parfois ils vont vous dire: «C'est impossible» et tout ça, mais alors expliquez-leur bien votre confortant, il va avoir une durée d'action de 4 heures, donc votre animal va rapidement à nouveau être, douloureux. Fait que si les gens sont vraiment contre le fait d'être référés parce qu'ils peuvent pas se déplacer, c'est compliqué ou autre, n'hésitez pas d'ajouter éventuellement un analgésique Péros, alors moi je préfère la gabapentine chez les chats, mais si vous êtes plus à l'aise avec le tramadol, utilisez du tramadol, mais pour qu'il y ait un relais pour le reste de la nuit. Parce que si vous voyez le chat à 20 heures, à minuit, il a plus d'analgésie, c'est-à-dire que de minuit à 8 heures jusqu'à ce que le vétérinaire, ouvre, il va vraiment être inconfortable. Fait que c'est moins efficace qu'un opioïde, on s'entend, mais essayez si les propriétaires sont complètement fermés au transfert en clinique, de commencer une analgésie Péros pour essayer de laisser votre chat quand même le plus confortable possible pendant la nuit, même si encore une fois, ce serait toujours mieux de pouvoir être référé en clinique. C'est même pas une option, hein, les TEA, je suis d'accord, c'est systématiquement hospitalisé derrière, hein. Ouais, c'est juste que parfois c'est impossible, mais Oui, il y a Paris, c'est impossible et mmh mh. puis Mmh.
Mais oui, c'est hospitalisation, Ouais. hospitalisation. Bon, bah, voilà pour les TEA, si Super. vous avez plus de questions, je pense. Non, alors juste pour, la semaine prochaine, c'est une conférence qui sera en présentiel. Essayez de venir quand même au standard. Je pense que c'est important qu'on arrive à se croiser régulièrement tous et surtout pour, par respect pour la conférencière, en fait. Donc essayez de venir. Il y aura un buffet, il y a la conférence qui est très intéressante. Donc vraiment essayez de vous inscrire. Voilà, c'était le petit point, Et juste dernière question, si on avait appelé plus tôt, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Non, la cinétique d'évolution c'est difficile, de l'hypothermie aussi. Après, voilà, c'est sûr que si les gens ils t'appellent 6-7 heures après l'événement. Parfois, ils t'appellent choix, hein, ils sont partis au boulot, ils reviennent le soir, ils retrouvent le chat comme ça et tu sais finalement pas quand ça s'est passé dans la journée. Donc là, malheureusement, bon bah tu peux pas trop. Puis de toute façon, le but c'est jamais d'accuser les propriétaires anyway. Mais c'est vrai, bon, quand ils le voient et qu'ils ont tendance à attendre, je comprends un petit peu moins la logique derrière. Je suis toujours tendance à me dire, et si c'était leur enfant? Mais bon. Non, la cinétique d'évolution, elle est différente, elle est difficile. Puis est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Tu sais, j'ai tendance à penser que de toute façon, le pronostic est quand même de manière, enfin, est quand même assez sombre, assez sombre pour les TEA. Tu sais, c'est pas comme par exemple un piomètre que tu laisses traîner 10 jours, puis finalement l'animal devient sceptique. Tu te dis, bon, est-ce que si j'étais venu plus tôt, j'aurais pu faire quelque chose? Là, oui, vraiment, la réponse, elle est oui. Si t'étais venu dès J1, on aurait probablement sauvé ta chienne. J10, avec une chaîne sceptique, c'est un peu plus compliqué. Là, pour les TEA, c'est tellement rapide et c'est souvent de toute façon tellement dû à des maladies cardiaques en stade avancé que j'ai tendance à penser que 1 heure plus tôt, ça aurait pas nécessairement changé grand-chose. C'est pas ça qui va vraiment changer la donne. Que non, pour moi, ça si oui, ils attendent, 12 heures, c'est qu'ils viennent le lendemain matin chez leur véto. Là, tu te dis: «Bon, en effet, peut-être que si on avait», parce qu'en fait, le fait de venir plus tôt, tu vas initier tout de suite de manière plus rapide ton héparine, donc tout de suite éviter que ton caillot préexistant se renforce ou que tu en aies d'autres qui se forment. Si ton plus tu tardes à mettre en place ton traitement et donc notamment ton héparine, beh, plus tu prends le risque que tu aies d'autres caillots qui se logent ou que le premier se renforce et donc en effet, ton retour à la circulation, hem, au niveau de tes membres pelviens, si on part du principe que c'était une TEA postérieure, bah, ils sont un peu plus compliqués. Donc oui, c'est toujours mieux de venir plus tôt. Mais, est-ce qu'un animal que tu aurais vu 3 heures plus tôt et qui finalement est décédé aurait une chance? C'est impossible de le prévoir, impossible de le prévoir. C'est toujours mieux de mettre le traitement en place plus tôt, mais à mon sens, c'est impossible de prévoir si tu aurais pu, faire enfin si la finalité aurait été différente, tellement le pronostic est sombre finalement avec cette maladie. Bon, bah, s'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir se dire bon après-midi. Bon après-midi à tous et Salut puis, tout le monde. encore une fois, si vous avez des questions après coup, hésitez pas par mail, je suis quand même, pas mal, disponible. Voilà, bon courage, bon Merci à après-midi. tous, bon Salut. après-midi.